Bonjour tout le monde. Alors, oui, je suis Marie-Hélène Fréchette, conseillère pédagogique et responsable du programme d'insertion professionnelle au Patriote. Je suis très bien entourée aujourd'hui. Merci. De rien. Moi, je suis Patrice Filiatro, je suis directeur adjoint à l'École Saint-Mathieu à Belleuil. Et puis, c'est ma 6e année en fonction, mais c'est ma 4e ou 5e année. Donc, moi, dès le départ, j'ai eu un intérêt à venir sur le comité pour accompagner les jeunes enseignants dans leur insertion. Et par voie de conséquence, ben moi, c'est Richard Bisson, vice-président du syndicat d'enseignement de Champlain. Donc, vous vous rendez compte que c'est un choix de faire une présentation à trois, là, un directeur d'école, une conseillère pédagogique et un vice-président de syndicat qui sortent ensemble. C'est rarissime, on s'en rend compte. Mais quand vous regardez le titre du programme d'insertion professionnelle du document, c'est le programme d'insertion professionnelle à la Commission scolaire des Patriotes. Un bel exemple de collaboration fructueuse. Dans le fond, ce qu'on veut, ce qu'on nous a demandé d'identifier les réussites puis nos difficultés. Bien, un des grands facteurs de réussite qu'on se rend compte, c'est cette collaboration entre tous les acteurs dans un dossier. Alors, justement, on va raconter l'histoire de notre programme en mettant en lumière nos bons coups et nos limites et difficultés. Mais avant de remonter à nos débuts, voici où on en est actuellement. Présentement, on offre 10 ateliers aux enseignants qui ont 5 ans et moins d'expérience. On a en place un programme de mentorat. Cette année, 92 DIAD ont officiellement adhéré. On a une cohorte de 20 mentors qui sont formés à l'accompagnement mentoral. Et on a surtout cette année beaucoup de questionnements dont je vais vous faire part à la fin de la présentation. Alors, mais comment on en est venu là? Alors, avant 2003, vous vous rendez compte qu'on pris le plus jeune pour faire part de l'histoire un peu du comité. Bon, avant 2003, tantôt monsieur Bobo parlait, c'était quelqu'un, puis il parlait d'un lieu d'échange et de parole. Donc, avant 2003, ça existe déjà chez nous, un lieu d'échange et de parole, sous la forme d'un comité qui s'occupe d'accompagnement professionnel. Il va s'occuper des stages et de l'insertion professionnelle. Ce comité-là, déjà, là, il est conjoint. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des représentants syndicaux, le vice-président qui est un libéré à temps plein, mais aussi des enseignants en exercice. Il y a le miroir du côté patronal, c'est-à-dire qu'il va y avoir des directions d'établissement, les ressources humaines, les ressources éducatives sont là. Ce comité-là, il existe déjà. C'est donc de dire, dès le départ, dès la fusion des commissions scolaires en 1998, là, il y a un intérêt pour ça, puis il y a une structure qui existe. Évidemment, à l'époque, il y a beaucoup de travail qui est mis sur ces stages, mais pas beaucoup qui est mis sur l'accompagnement, l'insertion professionnelle. C'est laissé de côté. Puis, il y a un contexte aussi où il y a une volonté, mais on chicane un peu. On aime ça, puis c'est plate un comité conjoint quand il n'y a pas un peu d'interaction. Et puis à l'époque, on se dit, bien, la partie syndicale dit à la commission scolaire, bien, si vous voulez de l'insertion, bien, mettez de l'argent. Et la commission scolaire dit à la partie syndicale, bien, si vous voulez de l'insertion, il y en a dans le budget des stages, des surplus, mettez de l'argent. Mais il y a une volonté quand même qui est là, mais on n'a pas de fonds. Cette volonté-là va se traduire par exemple, un accueil des nouveaux. Un accueil des nouveaux, je dirais, c'est une illustration de la volonté qu'il y a quand même. L'accueil des nouveaux, c'est un beau soir de septembre, là, après la classe. L'ensemble de la direction générale, les directeurs de service, les ressources éducatives, les ressources humaines, l'exécutif syndical se réunissent, font des ateliers pour accueillir les nouveaux. Avec tout ce que je vous ai dit, vous vous rendez compte qu'on est à 15-20 animateurs. Il vient 15-20 personnes. On leur fait une deuxième année, puis là, on ne fait pas des longs comités pour savoir si ça marche ou ça ne marche pas. On se rend compte que l'idée, c'est une belle intention, mais ça ne fonctionne pas. Un peu plus tard, en 2003, il y a une relève de la garde, autant au niveau, je dirais, patronal qu'au niveau syndical. Je vous dirais, un des éléments importants pour faire un programme qui fonctionne, une bonne collaboration, c'est qu'il faut que les individus de chaque organisation aient un minimum de confiance entre. On comprend que chacun a son rôle, là, c'est pas ça, mais il faut qu'il y ait une confiance, une relation entre les gens. Donc, à l'époque, il y a une relève de la garde au niveau syndical puis au niveau patronal. Et puis, il faut dire qu'à des patriotes, on co-gère la masse salariale enseignante, c'est peut-être connu par certains d'entre vous. Il y a un contexte aussi où le comité des jeunes au niveau syndical est de plus en plus actif puis commence à faire de la pression puis dire à ses représentants
Donc, quand est-ce que vous allez en faire de l'insertion professionnelle? Nous autres, on a des besoins, puis autrement dit, arrêtez donc de vous obstiner entre vous, puis faites de quoi? Il y a ce contexte-là. Et dans la masse salariale enseignante, on va avoir une année où on va avoir un surplus de 2 400 000 $. Alors, le vice-président de l'époque, moi-même, va voir le DGA de l'époque, qui est responsable de l'annexe B, qui est Yvan Gauthier, pour ceux qui le connaissent, puis il dit, si on prenait sur le 2 400 000, 75 000 pour l'insertion professionnelle, est-ce que ce serait grave d'après toi? Le DGA va lui dire, ben, c'est une excellente idée, et ça va être la première fois qu'on va mettre des sommes dans l'insertion professionnelle, et c'est ça qui va vraiment démarrer le programme, parce qu'il y a des fonds pour travailler. Vous savez que des bonnes idées sans argent, c'est rare que ça va quelque part. Évidemment, à l'époque aussi, on commence à se dire qu'un dossier qui est à tout le monde, il est à personne. Alors, si le dossier est à tout le monde, il n'y a personne qui va s'en occuper. Il faut qu'il y ait un porteur de dossier. On a appelé ça un penseur. Je ne sais pas pourquoi on a dit un penseur, parce que c'est une penseuse qui va réfléchir le dossier, qui va le gérer au quotidien, puis qui va apporter sa réflexion. Puis là, je veux mettre en lumière encore sur l'angle de dire c'est quoi les réussites, puis c'est quoi les difficultés. Tantôt, dans la conférence de départ, M. le conférencier parlait de créativité. À mon sens, pour qu'un programme d'insertion fonctionne, il faut qu'il y ait deux sortes de créativité. Une que j'appellerais administrative, la créativité des décideurs. Il faut que les décideurs, là, puis je parle de la direction générale, puis au niveau syndical, vice-présidence, présidence, soient d'accord pour que ça fonctionne, puis débloquent l'argent, puis débloquent aussi la structure qui va faire en sorte que ça marche. Ça, c'est une forme de créativité. Quand on a pris 75 000 $ dans ce qu'on appelle l'annexe B chez nous, dans masse salariale, on l'a inventé, ça, ce financement-là. On l'a créé toute pièce. Puis l'autre créativité, c'est celle qui est pédagogique sur le terrain, dont on va vous parler, là, celle de l'équipe qui intervient vraiment en insertion professionnelle. Vous vous rendez compte que moi, comme vice-président de syndicat, je ne suis pas sur le terrain. Tout le rôle de Marie-Hélène, des directions d'établissement. Ah, autre chose aussi, à l'époque, quand on commence avec, entre autres, l'idée d'offrir des ateliers à des nouveaux enseignants selon leurs besoins à eux. Donc, selon ce qu'ils nous disent qu'ils ont comme besoin, selon ce qu'on évalue qu'ils ont comme besoin. Et vous voyez que c'est marqué, on souhaite s'appuyer sur des expériences gagnantes. Non, je suis trop vite en moi là-dedans. Mais c'est à ce moment-là qu'on fait venir Laval, la Commission scolaire de Laval, pour nous parler de leur forum qu'ils viennent de mettre en place. Voilà. On les écoute, on veut être inspiré. C'est dire aussi que quand tu commences à construire un programme d'insertion professionnelle, ben, tu n'as pas le Saint-Esprit, il est moins populaire de toute façon par les temps qui courent, qui t'éclaire. Donc, il faut que tu fasses en sorte de trouver où il y a de l'expertise. À l'époque, il y en a encore évidemment de l'expertise à la Commission scolaire de Laval, puis il y a Mme Geneviève Nou qui vient nous accompagner dans les débuts du programme d'insertion. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui est dégagé à 20 % pour s'occuper d'insertion professionnelle. Vous remarquez que ça commence modestement, mais ça commence avec les budgets qu'on a aussi. On met en place deux éléments, un forum au niveau Internet pour que les gens puissent se parler avec des nicknames, en toute confidentialité. Que ce soit confidentiel, exprimer leur point de vue. Puis des ateliers pour les jeunes enseignants, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, selon leurs propres besoins. Puis une des clés de succès, c'est que ces ateliers-là vont être animés par la personne responsable, bien sûr, mais par des enseignants d'expérience. Donc, on prend des enseignants primaires, secondaires, qui sont en poste, des enseignants qui ont une expertise, puis qui viennent transmettre cette expertise-là, qui est éminemment pratique, à des jeunes enseignants. Ça, nous, on l'identifie comme quelque chose qui a fonctionné. En 2005, l'an 1 du forum, c'est difficile chez nous de le rendre vivant. Et par contre, ce qui va bien, les ateliers, donc de 2 ateliers, on passe à 6, toujours dans la formule du 4 heures à 6 heures. C'est toujours après les cours. En 2006, encore la difficulté avec le forum, ça ne semble pas rejoindre l'intérêt des novices. Par contre, c'est une année où on veut aller plus loin dans ce qu'on offre auprès des nouveaux enseignants. On a parlé d'ateliers, mais là, on dit que ce serait fin que l'accompagnement soit un peu plus personnalisé. Donc, on veut un programme de mentorat. Toutes les rencontres du sous-comité en 2006 portent sur l'élaboration du programme de mentorat. Et c'est là qu'on invite le SNIP à la rencontre numéro 1 pour venir nous partir et nous donner des pistes de réflexion.
Donc, ça va être qui nos mentors, qui nos mentorés, comment on va faire le jumelage, est-ce qu'on va former nos mentors, si oui, combien de temps, etc. Ce sont toutes les réponses qu'on essaie de trouver durant cette année-là. Et on se questionne aussi sur la reconnaissance du mentor. On se dit, est-ce que le mentor, est-ce qu'on devrait avoir des sous pour donner aux mentors, un peu comme on fait pour les maîtres associés, qui sont compensés par le fait qu'ils accompagnent des stagiaires? Et le comité est d'accord pour dire non. Ce qu'on veut, nous, c'est mettre en place des conditions facilitantes. Tantôt, Mme Lacourse parlait du temps précieux qu'on doit avoir pour se parler entre mentor et mentoré. Alors, nous, on se dit, ça serait le fun qu'il y ait un budget qui va permettre aux mentors et aux mentorés, par exemple, un mercredi après-midi, de se libérer pour pouvoir discuter entre eux d'un sujet, tu sais, un petit temps de qualité là, pour aller à fond dans un besoin qui est exprimé par le mentoré. Donc, on veut vraiment faciliter l'accompagnement mentoral, mais encore là, il faudra être créatif au niveau financier parce qu'il faut financer ce 500 $-là qu'on veut offrir à chacune des diades. C'est l'époque où il y a un décret, 15 décembre 2005. Le décret, il y a une partie sur l'intersectoriel, c'est un décret, mais sur le sectoriel, il y a une entente. Puis dans cette entente-là, vous allez voir le lien, là, vous demandez par où je passe. Dans cette entente-là, il y a le perfectionnement passe de 160 $ par poste à 240 $ par poste. Donc, il y a un 80 $ d'argent neuf qui arrive. Et si c'est dur, n'importe où, je pense, d'aller chercher de l'argent déjà utilisé pour l'utiliser à d'autres fonds, quand c'est de l'argent qui arrive et qui est neuf, il y a une opportunité qu'il faut saisir. Là, je vous ai parlé du contexte de l'époque, comité des jeunes, les jeunes enseignants qui veulent. Là, il y a 80 $ par poste d'argent neuf. Et la discussion qui se fait, puis ça peut être l'air simple, là. La discussion qui se fait au comité de perfectionnement, c'est de dire, et si on prenait l'équivalent de 25 $ par poste pour financer l'insertion professionnelle, ça nous donne un budget, nous autres, entre 40 et 45 000 $. Là, ça a l'air simple à l'époque. On convient de ça au perfectionnement, ça veut dire que le coordonnateur ressources humaines de l'époque, il part avec son bâton de pèlerin convaincre ses collègues au CCG, puis que le vice-président du syndicat fait la même chose avec les délégués. Après l'opération, on conclut que c'est bien ce qu'on fait. Comme c'est de l'argent paritaire de perfectionnement, ça devient de l'argent paritaire de l'insertion professionnelle. Donc, on finance d'une façon récurrente l'insertion professionnelle. En 2007, on abandonne le forum qui fonctionnait plus ou moins bien. On avait une minime participation. On l'a abandonné pour mettre nos efforts ailleurs. On est rendu encore avec nos 6 ateliers qui fonctionnent de 4 à 6. Et puis, on est avec 22 diades, donc 22 mentorés qui profitent d'un accompagnement. On fait appel au SNP cette année-là pour venir former nos mentors. Bon, ça n'aura pas lieu pour diverses raisons, mais on voulait encore une fois s'allier avec d'autres partenaires. En 2008, on a augmenté la tâche de la conseillère pédagogique dédiée à l'insertion professionnelle. Comment on l'a fait? C'est qu'on l'a subventionné, payé avec 2 enveloppes, 25 % la moitié par le budget du sous-comité à l'accompagnement professionnel et un autre 25 % dans le plan d'effectifs des ressources éducatives. Ensuite, on a diversifié la formule de nos ateliers. On parlait de temps tout à l'heure. On s'est rendu compte qu'on était capable d'être créatif et d'offrir les ateliers pas seulement en 4 à 6, mais en journée pédagogique et aussi en libération. On est rendu à 46 mentorés, 46 diades, donc on n'arrête pas d'augmenter. On a plus que doublé nos diades. Et on fait venir aussi une nouvelle ressource qui est Mme Marie-Josée Dumoulin pour former les mentors. Les mentors ont eu une belle journée avec beaucoup de succès, donc on a offert la même présentation aux directions d'établissement. Là, on a eu un petit peu moins de participation. C'est vrai. J'y étais, je peux témoigner. Oui, c'est vrai. En 2009, on est rendu à 9 ateliers. Et les nouveaux ateliers sont très en lien avec les besoins émergents des enseignants. Entre autres, un atelier sur comment je débute une année scolaire et l'autre atelier sur les différentes clientèles EHDA. Ensuite, on est rendu à l'an 3 du mentorat. On est à 72 diades, 72 mentorés. Et Mme Dumoulin, par l'entremise du chantier 7, nous offre d'aller plus loin dans la collaboration et d'entreprendre chez nous une recherche-action avec nos mentors. C'est là l'idée d'une cohorte de 20 mentors qui pourra, dès l'année suivante, cette année, dans le fond, commencer la formation. Cette année, vous avez vu un petit peu le portrait en début, donc je vais passer plus vite, mais plus sur la progression. Hein? On a commencé avec 2 ateliers en 2004 et on est rendu à 10 aujourd'hui. On est passé de 22 diades au début en 2007 et on est rendu à 92 diades aujourd'hui. On est dans notre projet, on est à l'an 1. Il y a 6 journées et demie de formation pour nos mentors sur 2 ans. Cette année, c'est l'an 1.
Donc, Mme Dumoulin continue la formation et on est gagnant-gagnant là-dedans. L'université fait sa recherche-action. Nous, nos mentors sont bien formés à faire un accompagnement, pas simplement instrumental, hein, mais plus un accompagnement réflexif avec leur mentoré. Et puis aussi, notre conseillère pédagogique en profite parce qu'on est en train, elle aussi, par la bande, de la former. Et elle a commencé, elle aussi, à former les nouveaux mentors. Mentors, excusez. Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit au début de la présentation, on est vraiment dans un moment clé dans le développement de notre programme. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'IAD, le fait que des mentors s'assoient pour réfléchir à leur rôle et se développer au niveau de leur accompagnement réflexif, ça soulève beaucoup de questions. Et on est présentement à revoir le cadre. Le genre de questions qui sont soulevées sont, par exemple, les mentorés. Combien de temps peuvent-ils profiter du programme de mentorat? Ensuite, chez nous, le mentoré choisit son mentor. La plupart le choisissent. Mais en même temps, on veut des mentorés qui vont être formés à l'accompagnement mentoral, à l'accompagnement réflexif. Donc là, il y a comme une petite incohérence sur laquelle on doit se pencher. Alors, il y a plein de questions comme ça là, que nous sommes en train de nous poser et qui va nous amener sûrement à la rédaction d'une version ajustée, modifiée sous peu de notre programme. Donc, résumé des facteurs de réussite, ceux qu'on est capable d'identifier. C'est sûr que vous vous rendez compte, là, on dit une réussite en a provoqué une autre, on a avancé pas à pas. C'est quelque chose qui s'est construit avec le temps. Un morceau, on a essayé quelque chose, des fois ça a fonctionné du premier coup, d'autres fois non. On est donc dans un effort qui est constant, qui est réfléchi, qui se fait pas à pas. Évidemment, d'avoir l'expertise des autres, du SNP, de l'Université de Sherbrooke, on pense que ça nous a grandement aidé. La créativité, on l'a qualifié tantôt, la créativité autant au niveau administratif que pédagogique, d'inventer. Tantôt, M. Boileau parlait de délinquance. Il faut l'être effectivement un petit peu. Il faut jouer avec les règles qui existent pour aller plus loin. L'implication de divers acteurs. Vous avez vu, là, quand tout le monde va dans le même sens, c'est donc plus facile que quand on fait le contraire. Bien évidemment, il y a le fait qu'il y a vraiment quelqu'un qui porte le dossier, qui pense le dossier. C'est un facteur de réussite pour nous. De répondre aux préoccupations des jeunes enseignants, à leurs préoccupations à eux, puis de leur répondre par le biais d'enseignants en exercice. On pense que ça a été profitable. Le volontariat, tout ça est volontaire, hein? Les gens viennent aux ateliers. Il n'y a pas d'obligation. Et curieusement, comme il n'y a pas d'obligation, ils viennent. Puis ils viennent beaucoup. Donc, ça va avec le fait de répondre à leurs besoins. Recours à de multiples réseaux. Je m'explique. Le programme d'insertion professionnelle et direction d'établissement, quand ça arrive dans un CCG, ça arrive, j'imagine, à travers un grand nombre de dossiers. Il y a le réseau des directions d'école, du monde qui sont habituellement surchargés. Il y a le réseau des délégués syndicaux. Il y a le réseau du comité des jeunes. Il y a, je vais aller plus vite, le réseau des conseillers pédagogiques qui s'aide à transmettre un message. Et puis, évidemment, ça aide le développement de la personne qui porte le dossier, puis le fait que le comité continue à réfléchir, d'avancer. La difficulté entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire qu'on a un beau canevas, mais dans la pratique, c'est difficile de toujours bien comprendre ce qu'on a voulu dire. Par exemple, on a de l'argent, un 500 $ par diade. Alors, parfois, il y en a qui voudraient beaucoup l'utiliser à des fins et qui ne sont pas toujours dans la philosophie de l'accompagnement mentoral. Par exemple, l'achat parfois de matériel pour les élèves plutôt que pour eux-mêmes. Alors ça, des fois, c'est notre difficulté. La difficulté aussi à l'accompagnement. Parfois, le premier réflexe qui est simple, c'est d'accompagner avec un accompagnement instrumental. Ah ben, tu as telle difficulté, tiens, voici tel document que j'ai. Nous, on voudrait plus un accompagnement réflexif qui est plus payant à court, moyen puis long terme. Aussi, nos limites financières. On a donné, dès le départ, un 500 $ par diade. Au départ, on avait 22 diades. Aujourd'hui, on en a 92. Mais c'est encore 500 $. Donc, le budget explose. Est-ce qu'on va toujours être capable de survivre à ça? Alors, en conclusion, à notre avis, qu'est-ce qui fait que notre programme est bien vivant, continue de grandir? C'est vraiment une question de volonté pédagogique, volonté administrative. Et à notre avis, c'est ça qui fait, c'est notre moteur. Alors, voilà.